Ouais, notamment Brest potentiellement. Donc en fait, est-ce que c'est la France insoumise qui dissuade les électeurs de voter? Est-ce que le vote d'opposition dans certaines villes est un vote anti-LFI? Sans doute, mais est-ce que c'est la faute de la France insoumise / est-ce que c'est la faute des électeurs du PS? Bah franchement, pour l'instant, moi, de ce que j'ai un peu regardé, c'est pas si simple de dire c'est ci, c'est ça. Euh, donc voilà. Bon. Euh, Sachant que la gauche perd quand même un certain nombre de villes euh, sans qu'il y ait d'histoire d'union, en fait. Sans qu'il y ait d'histoire d'union, sans qu'il y ait d'histoire de fusion. Et, et au bout d'un moment, si la fusion ça fait perdre et si le maintien ça fait perdre, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut quoi? Enfin, c'est genre, non, c'est juste que ce qui fait perdre aussi, c'est aussi que le pays s'est quand même droitisé et qu'en face, il y a une union des droites qui est en train de se mettre en place. Moi, ça m'a l'air quand même d'être une hypothèse aussi à évoquer. Une union des droites qui est en train de se mettre en place tranquillement, euh, avec des reports de voix assez importants de l'extrême droite vers les candidats de droite lorsque c'est possible, mais l'inverse aussi. C'est-à-dire des reports de voix de la droite vers l'extrême droite pour sauver des candidatures d'extrême droite, ou pour, et je crois que j'ai vu ça à Vierzon notamment, pour sauver et faire un barrage anti-gauche en fait. Donc, donc bon. Je vais attendre jeudi parce que je suis encore en train de regarder des trucs et j'ai pas trop le temps de m'y pencher plus que ça. Mais pour l'instant, et là, du coup, c'est marrant parce que on va me traiter encore. C'est marrant parce qu'il y a 4 jours, 5 jours, on me traitait de LFI sceptique, doomer, machin, etc. Mais là, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec des gens qui sont vraiment très proches de la ligne Mélenchon dure, quoi, du canal historique, parce que en l'occurrence, ouais, le fait que t'aies le PS qui explique que c'est la faute de la France insoumise s'ils perdent aux élections, parce que ce serait des alliances de la défaite, je suis désolé, mais il y a plein d'endroits où non, c'est pas le cas. Et la France insoumise ne partait seule que dans 250 villes. La France insoumise était dans pas mal de listes d'union de facto dans pas mal de villes. Et par exemple, à Fougères, il y a clairement eu un gros report de l'extrême droite vers la candidate de centre droit, alors que la seule meuf de la France insoumise a été retirée de la liste dans l'entre-deux tours. Et ça l'a pas, ou d'ailleurs, elle serait peut-être d'ailleurs partie d'elle-même, on sait pas trop, c'est un peu nébuleux, peu importe. Ce que je retiens, c'est que même dans les listes Union de la gauche, quand elles sont confrontées à des listes de fait d'Union de la droite, il y a une surmobilisation de l'électorat de droite avec des difficultés de mobilisation de l'électorat de gauche qui en fait est une difficulté de mobilisation dès le premier tour malgré tout, parce que même si le score il peut être un peu meilleur, malgré tout on a quand même toute une partie de nos électeurs, notamment des moins de 50 ans, qui vont pas voter. Donc en tout cas, voilà, sur ce côté-là, moi, prudence, on regardera ça plus dans le détail. De toute façon, on peut pas non plus... C'est surtout dans les grandes villes où les questions de dynamique se jouent. Après, sur Fougères, vraiment, les commentaires sur Facebook, c'est putain, bravo, on a bloqué le front, on a bloqué le communisme. Enfin, on a empêché l'extrême gauche d'arriver au pouvoir, etc., etc. Alors qu'à Fougères, il y a littéralement l'Union des communistes libertaires qui est présente, qui est quand même. Et il y avait Lutte ouvrière aussi qui était présente d'ailleurs aux élections. Il y a quand même, enfin, au bout d'un moment, c'est une liste qui intégrait des gens qui étaient quand même plutôt gauche molle, quoi. Donc bon. Facebook en même temps. Et ben en fait, pourquoi je vous parle de Facebook? Parce que je me renseignais, je regardais un peu le programme de la nouvelle meuf de Fougères. Globalement, son programme, c'est il faut discuter avec machin, il faut discuter avec truc. Et les seules mesures concrètes qu'elle annonce, c'est plus de policiers, vidéosurveillance. Voilà, ça c'est les seules mesures concrètes. Tout le reste, c'est il va falloir qu'on discute. Bon, peu importe, voilà, on verra bien ce qu'elle fera. C'est qu'en fait, elle explique. Enfin, en fait, j'ai lu un article de récence qui expliquait qu'en fait, la campagne de Fougères a surtout été dynamique, et on le voit sur Facebook. La plupart des candidats ont créé des pages Facebook et ont essayé de faire monter leur page Facebook, parce qu'en fait, tu cibles les gens qui votent ont plus de 50 ans, les plus de 50 ans, ils sont sur Facebook. Voilà. Donc, dans les groupes locaux, dans les groupes de proximité, les groupes de voisinage, etc., etc.
Donc en fait, ça a dû jouer de fou, hein. Enfin, malgré tout, hein. C'est pas quelque chose faut pas se moquer de ça, hein. À Nîmes, j'ai un peu raté la semaine dernière. Il n'y a pas eu d'alliance avec les filles. Maintenant que le PSF d'hiver gauche a gagné, je me dis qu'ils auraient pu perdre juste en disant qu'ils ont fait alliance avec les filles. De toute façon, ça avait, de la perspective de beaucoup de gens, pas tout à fait d'intérêt de se présenter, de fusionner, si tu pensais que tu allais plus perdre que gagner. Enfin, si tu pensais que le report et le vote utile de notre côté, faut-il fusionner? Faut-il se désister? Bon, ça, c'est une grande question, hein. C'est effectivement une grande question. Mais c'est pas. Effectivement, c'est pas si arrêté, c'est pas si facile. Voilà. Donc voilà, voilà. Après, il y a aussi beaucoup d'enjeux de dynamique locale, le maire localement, il était considéré comme corrompu, ou le maire, tout le monde s'en plaignait, ou le maire, on considérait qu'il faisait un mandat de trop. Il y a des gens qui votent juste selon ça, en fait, hein, vraiment, hein. Je me délecte des commentaires Facebook en l'occurrence, puisque par exemple sur Fougère, j'ai vu des gens qui disaient ah bah moi j'ai voté pour machin parce que c'est la seule qui avait le charisme pour la fonction. Charisme de quoi? Genre, genre la meuf du PCF, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle est au conseil, elle est à Fougère Aglo, enfin genre. Bon, écoutez, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Mais en tout cas, moi, je tempérerais de fou ce truc des gauches irréconciliables. Euh, Alma Dufour, elle citait un exemple que je trouvais très juste. Je sais plus c'est dans quelle ville, dans l'Est, là. Elle citait un exemple en expliquant qu'en fait, bah, il y a dans telle ville, enfin, je retrouve, dans telle ville, en fait, l'union de la gauche a fait plus qu'au premier tour. Donc, en fait, bah, il y a des endroits où fusionner, ça a plutôt marché et plutôt surmobilisé. Donc, il y a des villes où c'est le contraire. Donc, c'est juste, bah voilà, écoutez, en tirer des grandes tendances. Tout comme s'empresse de faire François Hollande, Raphaël Glucksmann, Jérôme Guedj, qui appellent déjà à la démission d'Olivier. Pour eux, c'est leur moment. Ça y est, ils vont débrancher Olivier Faure et François Hollande candidat à 2027, là. Ça y est, c'est y part, là. Au bout d'un moment, non. Enfin, genre, non. Parlant de corruption, le maire de Valenciennes a été réélu avec une petite avance sur les unions de la gauche. Alors même qu'il pourrait être jugé inéligible dans un procès qui doit s'achever dans les prochains mois. Incroyable. Et la fille est critiquable, mais là, ils sont diabolisés comme Le Pen. Absolument, oui. Alors que le RN est présenté comme respectable. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, les candidats d'extrême droite. Et d'ailleurs, beaucoup ont tempéré les victoires d'extrême droite. Pour l'instant, de ce que j'ai regardé, ils ont quand même multiplié par 4 leur nombre de conseillers municipaux. C'est énorme. Genre, ils vont avoir 4 fois plus de conseillers municipaux. Euh, et il y a 3 élections sénatoriales qui vont se passer entre-temps. D'ici qu'on revote pour des municipales. Puisque du coup, le calendrier électoral va évoluer. Donc, a priori, il va y avoir 3 élections sénatoriales. Puisqu'on on renouvelle le Sénat que par moitié, je vous rappelle. Donc, bon. Est-ce qu'ils ont multiplié leur nombre d'administrés? Oui. Ah, bien sûr. Ils avaient 15 000, ils en ont maintenant ils en ont 80. Un truc du genre. Après, encore une fois, j'ai pas le décompte exact. Donc là, on regardera un peu plus dans le détail. Mais oui, oui, bien sûr, ils ont gagné pas mal de villes. Pas mal de villes périphériques, on va dire. Mais pas la grosse ville. Genre Toulon, il y a quand même dans les grandes villes. Il y a plutôt eu un barrage anti-RN. Encore. Après, ce qui est en train d'un peu se dessiner, c'est une France des villes vs une France du périurbain. Le RN cartonne dans le périurbain. La gauche marche plutôt bien dans les centres urbains, dans les grandes villes. Mais la gauche marche moins dans les centres urbains que ce que le RN marche dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est quand même 40% de l'électorat, hein. Donc,
Enfin, Franck Alizio, il a quand même fait 35% des voix au premier tour à Marseille. C'est quand même énorme. Hein. En tant que Français de l'étranger, je suis assez déconnecté des affaires internes françaises, mais ce que j'ai compris, à Angoulême, une sorte de remake doux de fin 2024, un barrage à l'encontre de l'extrême droite, mais le PS et les Filles ne sont pas unis pour le second tour, à quoi s'ajoute l'expérience du maire sortant, ce qui rendait difficile leur accession au conseil municipal. Ouais, et puis alors il y a des trucs que je comprends pas non plus, c'est ces gens de la France Insoumise qui fusionnent et qui décident, une fois le maire élu, d'aller siéger dans l'opposition. Moi, ça, je ne comprends pas trop, j'avoue. S'il n'y avait pas la menace extrême droite, on pourrait se contenter de laisser les mecs de droite du PS faire leur truc. Et regarder se planter en rigolant, on peut pas trop se permettre niveau éclatant de la gauche. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, le truc de... Alors, ça dépend à quelles conditions a été fait la fusion. Mais aller siéger dans l'opposition pour que la liste avec laquelle tu as fusionné soit en fait une liste, ce qui n'arrive quasiment jamais dans une municipalité à majorité relative, c'est... je sais pas trop bien trop ce que ça donne. Pourquoi ne pas... En fait, c'est aussi pourquoi ne pas prendre la responsabilité de cette cohabitation, finalement, quelque part. Parce qu'il y a quand même cette idée de vous votez pour une liste, la liste majoritaire pour laquelle vous votez, c'est vous votez pour votre propre opposition. Moi, après, moi, j'ai jamais été dans une grande ville. Je connais pas de gens qui siègent dans les grandes villes. Donc, honnêtement, je sais pas à quoi bien ça ressemble. Mais à la campagne, c'est plutôt très courant de voir siéger dans la même majorité que des gens qui n'étaient pas d'accord. Mon père, quand il était au conseil, il s'arrachait les cheveux. Merci Adinaton pour les 5 € par mois, merci. Moi, je pense que quand on fusionne, il faut assumer jusqu'au bout. On décide de gagner, on décide de diriger, quoi. Moi, j'ai quand même l'impression, encore une fois, on verra jeudi, qu'il y a un pas qui a été franchi dans l'union des droites, vers l'union des droites, à droite. Il y a quelque chose qui paraît plus facile aujourd'hui. Et on a quand même beaucoup d'électeurs de droite traditionnelle qui ont voté pour des candidats d'extrême droite, notamment à Nice. À Nice, Bruno Retailleau a refusé de donner une consigne de vote. C'est-à-dire que Bruno Retailleau a refusé de soutenir le candidat investi par les Républicains pour ne pas mettre à mal Éric Ciotti, qui est quand même maintenant chez Marine Le Pen. On a Laurent Wauquiez qui nous a rappelé qu'il souhaite une union de CNAFO à Édouard Philippe. On en a quand même une paire comme ça. Et on a, à Marseille, l'extrême droite a siphonné toute la droite. Toute la droite était siphonnée par l'extrême droite. Alors, par conviction, ça je ne sais pas, mais au moins, pour une partie du corps électoral, pour faire barrage à gauche et pour empêcher que la gauche arrive au pouvoir, et une gauche à la Payan, un PS quoi, il est acceptable de voter à l'extrême droite pour faire barrage à la gauche PS. Pour toute une frange de l'électorat maintenant. Et ça, c'est quand même... c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Bah, c'est pas la question de c'est étonnant. C'est-à-dire qu'il est président, enfin, il est chef d'un parti politique et il refuse de soutenir le sortant candidat historique et soutenu par son propre parti dans la 5e plus grande ville de France pour ne pas mettre à mal le mec qui les a trahis pour partir à l'extrême droite. Bah, je sais pas, rendez-vous compte. C'est pas une question de est-ce que c'est si étonnant, c'est-à-dire que dans la prise de parole publique, il y a quand même quelque chose qui a changé. Qui a changé de ce côté-là. Le fait que Retailleau il soit RN compatible, c'est pas une surprise. Le fait qu'il refuse de soutenir Christian Estrosi pour ne pas ne pas se fâcher avec Éric Ciotti,
parce que c'est l'ancien président de la fédération LR des Alpes-Maritimes. Alors que ce mec, il a tenté un coup au sein des LR et qui s'est fait tège et que maintenant il siège avec l'extrême droite. Et au bout d'un moment, c'est quand même étrange, quoi. Enfin, désolé, hein. Je crois que si, c'est le cas, hein, si, admettons, j'en sais rien, Antoine Léaumont décidait de claquer la porte, très peu de chances que ça arrive, hein, vraiment, décidait de claquer la porte de la France insoumise et était investi et soutenu par François Hollande à Châteauroux, par exemple. Non, pas à Châteauroux, j'en sais rien. Non, moi, non, encore mieux, à Paris, parce qu'il est à Paris. À Paris, et qu'en face de lui, je sais pas, il y avait Clémence Guettet, et que t'avais Jean-Luc Mélenchon qui ferait ah, mais moi, entre Antoine Léaumont soutenu par François Hollande et Clémence Guettet, je ne vais pas choisir. Bah juste, essayez de transposer. Antoine Léaumont, il se ferait insulter tous les 4 matins et il se ferait peut-être même cramer sa maison. Donc on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes niveaux de connivence, quoi. Ouais, non, mais c'est quand même, ça en dit quand même long, quoi. Estrosi, pour faire face à Ciotti, a appelé à faire barrage à l'extrême droite. Alors après, Christian Estrosi, on peut détester Christian Estrosi. Christian Estrosi est de droite, mais Christian Estrosi a depuis quand même au moins maintenant 2 mandats dénoncé le virage droitier de son propre parti quand lui visait plutôt un rapprochement avec Macron. D'ailleurs, si bien que maintenant il est étiqueté Horizon. Il est étiqueté plus rien, parce qu'il est étiqueté je me suis retiré de la vie politique. Mais c'est pour le coup 2 visions différentes du parti. Complètement. Estrosi n'a jamais été très fan de Marine Le Pen. Estrosi est un ultra-sioniste. Oui, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Les sionistes, on en a aussi à gauche. Les gens ont tendance à confondre soutien à Israël et soutien à l'extrême droite. Oui, alors que non. Il y a plein de gens de gauche qui soutiennent Israël. Hein. Moi, je trouve que c'est aberrant. Mais bon, que vous voulez que je vous dise. Et je m'en souviens, il y en avait un à Chaumont, un mec qui était super impliqué à l'extrême gauche à Chaumont. Qui était genre le référent front de gauche à Chaumont. Peut-être pas le référent front de gauche, mais qui était un ultra sioniste. Il est en mode liberté pour tous les peuples. Mais les Palestiniens ne sont pas un peuple, donc pas liberté pour les Palestiniens. Donc bon. Il y a des gens d'extrême droite qui soutiennent la Palestine, on en avait parlé. On en a parlé en Allemagne, il y a un parti d'extrême droite en Allemagne qui est ultra pro-Palestine. Pro-Palestine, pro-Iran. Et anti-sioniste, ouais. On t'accompagne au Lidl, incroyable. Mais un gars comme Soral, par exemple, je suis pas sûr qu'il soit pro-Israël. Pourtant, il est extrême droite. Est-ce qu'ils sont pro-Palestine par antisémitisme? Bah ouais. Bah ouais. Bien sûr. Les villes RN ont-elles été reconduites en 2026? Je crois qu'elles ont absolument toutes été reconduites. Je crois qu'ils n'ont souffert d'aucune défaite dans les villes qu'ils tenaient jusque-là. Le confusionnisme n'est pas l'apanage de l'extrême droite, absolument. Non, non, mais clairement, faut pas confondre. Il y a des gens de gauche qui sont, même globalement, sauf Villers-Cotterêts. Ah, peut-être Villers-Cotterêts, autant pour moi. Il y a des gens de gauche qui sont globalement pour certaines formes d'impérialisme. On en parle ici régulièrement. Hein. Moi, je vous challenge sur votre anti-impérialisme des fois. D'ailleurs, j'ai vu qu'Anas Kazib, il a balancé un missile sur Jean-Luc Mélenchon, façon de parler, il y a une semaine là sur l'histoire du porte-avions. Faut-il dire le France, la France, je sais pas quoi, le France libre. Et Jean-Luc Mélenchon a proposé, je crois, le général Leclerc
comme nom de porte-avions, Yann Escazib lui a rappelé ce que c'était le général Leclerc pendant la colonisation. Et, et qu'au bout d'un moment, fallait couper avec cet impérialisme historique, blablabla, etc. Oui, sur la langue, bien sûr. Voilà, bon. Leclerc, c'est déjà un char. C'est quoi, c'est Philippe Leclerc Je crois que c'était Philippe Leclerc. Philippe Leclerc de Haute-Cloque. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je sais pas trop ce qu'il a fait. C'est peut-être pas Philippe Leclerc. Hein. C'est peut-être un autre. Bah, je sais plus. Je sais plus. Vous regarderez. Vous regarderez le poste d'Anas Kazim. Il a été envoyé en Indochine. Ah ouais. Il était aussi inspecteur des forces terrestres d'Afrique du Nord. Après, je connais pas trop l'histoire de Leclerc, j'avoue. Et je suis même pas sûr que ce soit Leclerc. Je sais plus. Il est mort dans un accident d'avion. Bah si, visiblement, il a été au Laos en Indochine pour mater la rébellion et récupérer le Vietnam, récupérer l'Indochine. Ouais. Mais je suis même pas sûr que ce soit lui. Il est passé par l'Action française aussi. Ouais, bah comme beaucoup de gens à l'époque. Hein. Terrible, mais bon. J'avais proposé le De Gaulle. Ah, le De Gaulle. Personne ne t'écoute. On aurait dû l'appeler ça le porte-avions Giga Instinct Turbo Instinct 2000. Le France Baise. On appelle ça le France Avion. Le France Avion sur mer. Le France Mer. Le France Piste. Parce que c'est une piste finalement. Le France Piste. Voilà. Et Jospin, ouais, Jospin est mort, ouais. Jospin est mort. Je suis un peu triste. C'est quand il a entendu François Hollande parler. Ça l'a rendu zinze. Le porte-avions, le porte-avions, je suis pas sûr qu'il serve à tuer grand monde. J'ai l'impression que le porte-avions, c'est plus un engin de dissuasion.
35 heures, le Pax, oui. Oui, oui. Beaucoup de privatisation aussi. Beaucoup, beaucoup de privatisation. J'ai l'impression que le porte-avions, on flip de le mettre sur les zones vraiment sensibles et dangereuses. Mais c'est surtout qu'on a une doctrine militaire, si je ne dis pas de bêtises, on a une doctrine militaire qui est de en fait, si tu t'exposes, t'as vraiment le risque qu'on t'attaque. Et nous, on a une doctrine militaire de si on nous attaque, on riposte. On entre en guerre et on riposte. Mais je suis pas certain. Le porte-avions qui a tué personne en Libye. Après, si je voulais être tatillon, je dirais que c'est beaucoup les avions finalement. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin de porte-avions pour aller bombarder la Libye. Je me demande si on peut pas juste décoller de Sicile. Moi, en tout cas, ça me fait rire de voir Trump, comment dire, appeler les Européens à la rescousse. Et alors qu'il nous a pas demandé pour attaquer, qu'il nous fout tous dans la merde là, avec le prix de l'essence là quand même. Et qui dit non non mais c'est bon, arrêtez de tirer sur l'Iran. J'ai trouvé, on est en train de discuter avec l'Iran, ça se passe bien. Et l'Iran il dit non non mec, on n'est pas du tout en train de discuter. Lol, raconte pas nimp. Tiens, rien à voir. Vous voulez que je vous fasse le top des personnalités préférées des 7-14 ans selon Brut? Vous voulez qu'on joue? Il discute avec l'Irak, il s'est gouré de lettres. À votre avis, c'est qui la personnalité préférée des 7 à 14 ans? Donc des gens qui sont nés entre 2019 et entre 2012 et 2019. C'est un rappeur. C'est un rappeur. Non, il n'y a pas Marx. C'est un rappeur. Je suis la bretonne. Non, non, vous l'avez pas. C'est un rappeur pour enfants. Soprano, bien vu. Bravo à toi. Le deuxième, c'est un basketteur. C'est un basketteur qui est très grand. Celui-là est facile. Voilà. Wembanyama. Bravo. Le troisième, c'est un joueur de foot un peu random de l'équipe de France avec un tatouage tahitien sur le bras gauche. Il est aussi connu pour être un fervent catholique, savoyard, si je ne dis pas de bêtises, ça je le fais de mémoire, hein. Savoyard, et je crois que récemment il a trompé sa meuf et du coup il a dû s'excuser publiquement. C'est Giroud, bravo à vous. Ok, le quatrième, il est un peu dans une doctrine, il faut croire dans vos rêves, et lui son rêve, c'était d'emmener 8 personnes probablement mal rémunérées pour monter au-dessus d'un caillou. Et il en a fait un documentaire diffusé au cinéma. Et il est évangéliste, il n'est pas catholique autant pour moi. Euh... Inox Tag, merci putain. Voilà. Merci, merci. Alors, le cinquième, à égalité, on a le ballon d'or et notre meilleur nageur. Est-ce que vous avez le duo gagnant? Dembélé, bien. Et Léon Marchand, bravo.
Le sixième personnalité préférée des Français est aussi un rappeur. Je crois qu'on peut dire un rappeur, non, enfin un rappeur et pop rap. Je crois qu'il habite au Maroc et je crois qu'il a 2 femmes. Il me semble qu'il est marié 2 fois. C'est Maître Gims. Bravo à vous. Le quatrième vient de signer chez les Orlando Springs, je crois que c'est le nom, parce que j'ai entendu tout à l'heure à la radio, en Floride. Il a 35 ans. Et c'était... Ah Griezmann, vous l'avez. Voilà. C'était, je pense, la personne autour duquel le jeu de Deschamps était construit. Ou Mbanyama, non. Je crois qu'il vit au Maroc, Maître Gims. Pourquoi les jeunes kiffent que des sportifs? La 8e personnalité préférée des 7 à 14 ans est le nouveau sélectionneur en venir de l'équipe de France. Voilà. Ça, normalement, c'est facile. Voilà, il est dans les pubs de parfum. C'est Zidane. 9e à égalité. On a un créateur d'internet très très connu pour avoir été en couple avec une danseuse et faire du fromage de bite, bien sûr. Vous avez la ref. Et le deuxième, c'est dans le duo de comment dire de l'esprit, pas de l'esprit sorcier, de C'est pas sorcier. C'est celui qui soutient Israël. Donc Michou, bravo. Michou et Jamy, bien, bravo. Félicitations. La 10e personne, je la connais pas. Je la connais pas. Jamy, ouais, c'est une histoire de... Il avait pas mis ses tweets en privé et donc du coup il a liké que des trucs où c'était la propagande de Tsahal. Ouais, c'est dommage. Peut-être. Peut-être pas, je sais pas. Bon, voilà. Je pense que Jamy Gourmaud n'est pas tout à fait de gauche. Voilà, je vais pas vous mentir. Je pense, vous savez, de C'est pas sorcier, il y en a un qui est parti faire un truc associatif sur Internet, tout pour la science, et l'autre est parti chez Webedia. Je pense qu'il y a 2 visions différentes aussi du projet politique. Voilà. Jamy parle d'islamo-gauchisme. C'est terrible. Alors, la 10e personne s'appelle Marine. Voilà, je vous le dis parce que je sais pas qui c'est. Alors, la 11e personne préférée des Français a le deuxième... Non, le premier. Non, je crois le premier. Le plus gros succès au cinéma depuis le Covid. C'est ce réalisateur, qui est aussi un humoriste. C'est une chanteuse, apparemment. Non, ce n'est pas Natou. Je crois qu'il a fait quelque chose comme 10 millions d'entrées. C'est énorme. C'est Artus, effectivement. Artus, bien sûr, réalisateur de Dune. Non, mais je crois que un petit truc en plus, ça a fait pas loin de 10 millions d'entrées. Hein. En plus, entrée. Ouais, 10,8 millions d'entrées. C'est lui. Marine de la Starac. Ah, ça doit être ça. Marine Delplace, dite Marine. Putain, elle est née en 2000. Oh la vache. Elle est née en 2000. 12e. 12e. Alors là, pareil, des ex-échos. 3 sportifs. 3 sportifs. Le premier. Écoutez, il est incroyable. Moi, j'ai regardé. On a gagné d'ailleurs le tournoi. Le tournoi en question où il a été très bon. Il a été très très bon. Je l'ai vu aux rencontres du Papotin il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il m'explose la tête entre ses cuisses. Voilà. De manière non sexuelle, hein. Vraiment juste en démonstration de force. C'est effectivement Antoine Dupont, bien vu. Et les frères Lebrun. Ça a été dit plusieurs fois. Voilà, les frères Lebrun, bien sûr. En même temps, ils font des vidéos chez Squeezie, ces gens-là. Je crois qu'ils sont tous passés dans les vidéos. Alors, la 13e personne était, alors là, attention, rêve de fou, était ambassadrice du Téléthon cette année. Est-ce que ça va vous aider? De mémoire, elle est du sud de la France. Je me demande si elle n'est pas d'Avignon ou de Nice.
Et elle chante des trucs un peu pop et pop un peu soul, non? Mais il y a très... Non, pas Eric Ciotti. Je crois qu'elle est... Attends, je vais vérifier d'où elle est. Et je crois qu'elle était dans un groupe avant qui s'appelait iPhone iPhone. Et je vais vérifier tout ça parce que je vous le dis de tête, ça. Et ça se trouve, c'est pas du tout ça. Elle était complètement dans iPhone iPhone et elle est de Nice. Putain, je suis trop fort. Hein. Et comment j'ai autant d'infos sur cette personne? Ne me posez pas la question. Et personne n'a la ref. Personne ne l'a. Personne ne l'a. C'est Santa. Voilà, c'est Santa, la chanteuse Santa. Je vous le donne. Les 7-14 ans. Comment je savais qu'elle était ambassadrice du Téléthon, qu'elle était dans le groupe iPhone iPhone et qu'elle était de Nice? Eh ben, écoutez, je pense que je fais trop de quiz. Voilà. Le 14e est un sportif effectivement très fort dans sa discipline, très très fort. Mais aussi, il paraît très fort pour les affaires, avec un empire immobilier énorme. Je crois qu'il a racheté toute une partie de Casablanca. Il décide de devenir l'un des grands propriétaires terriens. Et il avait été sondé pour la présidentielle. C'est tout à fait Teddy Riner. Effectivement. Bravo à vous. 15e. Le 15e habite à Los Angeles. Il habite à Los Angeles. Dans quoi je l'ai vu récemment? Il était dans un duel. Dans un duel. Il était dans un duel. Dans un duo avant. Avec une personne à l'affiche du film Les Cadors. C'est Omar Sy. Voilà, vous êtes trop fort, c'est Omar Sy. Omar Sy qui a dit qu'il a préféré partir aux États-Unis. Au moins, ses enfants là-bas sont inconnus. Et je pense qu'il paye aussi moins d'impôts. Ça doit aider. Le 16e, réalisateur du 3e film le plus vu de mémoire depuis le Covid. Il a la même voix que Bertrand Huskla. Il fait des comédies qui, moi, me parlent pas beaucoup. Notamment fait connaître. Alors, il fait partie d'une bande dans laquelle il y a des potes à lui et sa meuf, je crois, qui est Élodie Fontan, si je ne dis pas de bêtises. Et il s'est fait connaître avec Babysitter. C'est tout à fait Philippe Lachaud qui vient de faire Marsupilami. Ah, bravo. Je ne sais pas qui est la 17e personne. Je crois qu'elle a gagné la Star Academy ou quelque chose comme ça. Elle s'appelle Elena. 18e. C'est un YouTuber qui devine des métiers ou des maladies avec Eric et Ramsey. Et sinon, il fait le GP Explorer une fois par an. Ça, c'est facile. Non, c'est pas Thibaut InShape. Ce n'est pas Norman. Il chantait notamment ce tube incroyable, 90 versus 2000, en duo avec McFly et Carlito. C'est tout à fait Squeezie. Bah, Inoxtag et Michou sont loin devant. Squeezie, maintenant, il parle plus tellement aux 7 à 14 ans. Hein. C'est plutôt Inoxtag et Michou, oui, effectivement. En même temps, il commence à avoir des rides. Hein. Enfin, Squeezie, c'était le youtubeur des jeunes il y a 15 ans. C'était le youtubeur des enfants il y a 15 ans. Il y en a toujours des enfants, mais beaucoup, mais... Le 19e, joueur de foot du Real Madrid. Joueur de foot très imité. On prononce tous mal son nom. C'est tout à fait Mbappé, bien sûr. Et 20e, alors la 20e, comment vous faire deviner la 20e? C'est une femme qui, j'espère, est en train de se remettre de son accident de voiture. Je comprends pas ce qu'elle fait dans ce classement. Très gros accident de voiture récemment. À l'affiche de pas mal de films depuis les années 2090. Notamment joué dans Les Visiteurs, bien sûr. Joué dans Les Visiteurs. Elle a joué dans quoi d'autre? Elle a joué dans tellement de choses. C'est Isabelle Nanty, bien sûr, effectivement. Qu'est-ce qu'elle fout là? Alors, elle est là parce que c'est les tuches. Elle est là parce que c'est les tuches. Mais récemment, elle a fait beaucoup d'apparitions médias pour effectivement expliquer qu'elle avait eu un très grave accident de voiture et qu'elle a failli mourir. Elle a vraiment failli mourir. Elle a fait Les Profs aussi, effectivement, tout à fait. Elle fait plusieurs comédies françaises hein, aussi, de manière globale.
Vraiment, elle tourne beaucoup, en fait. Hein. Elle tournait beaucoup. Et oui, elle a eu un grave accident de voiture. Je sais pas, vous étiez pas au courant? Isabelle Nanty, elle a quel âge? Je sais qu'elle est de chez moi. Je crois qu'elle est de la Meuse ou de la Meurthe-et-Moselle, un truc comme ça. Ouais, elle est de Meuse. Elle est de la Meuse. Elle est pas loin de chez moi. Effectivement, elle tourne. Et dans énormément de films. Genre, là, en 2025, elle a fait D'où Jésus, à la poursuite du Père Noël, God Save the Tuche. En 2024, elle a fait On fait quoi maintenant? Elle a fait 4-0. Elle est dans la vengeance de Maître Poutiflard. Poutifard. Elle est dans vraiment beaucoup de trucs. Vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. En fait, en 2020, là, elle est dans. Elle a fait 13 films depuis 2020. C'est énorme. Elle a surtout réalisé toutes les comédies françaises depuis 20 ans. Alors, réalisé, non. Moi, je la vois beaucoup en tant qu'actrice. Je la vois beaucoup en tant que réalisatrice. D'ailleurs, elle n'a rien mis en scène depuis. Alors, ça, non, c'est mis en scène. Théâtre. Elle n'a rien réalisé depuis un moment, quand même. Prof de théâtre aussi, ouais. Voilà, je vous ai fait ce top 20. J'espère qu'il vous a plu. Voilà. Pas sûr que les 7-14 soient branchés réalisateurs. Je pense pas non plus. Maintenant, top 20 des enfants préférés des célébrités. Au secours. Mon top 20 à moi. Voilà, je sais pas. Alors là. De manière surprenante, Emmanuel Todd n'est pas dans le top. Effectivement, ça m'a énormément surpris. Charles Consigny est aussi absent. Ce qui est une absence aussi difficilement explicable. Je pense qu'il devait être 21ème ou ça n'a pas dû jouer à grand chose, je suppose. Voilà, bon, ça. Écoutez, hein. Johan Chapoutot, non, Johan Chapoutot, je m'attendais à ce qu'il ne le soit pas, très honnêtement. Ça parle à pas beaucoup de monde, Johan Chapoutot, à part nous, fiefs gauchistes, alors que Charles Consigny parle à tout le monde. C'est la France, Charles Consigny. On aurait pu attendre Natacha Polony, bien sûr, et Raphaël Glucksmann, que tout le monde adore. Euh, Puisque c'est la gauche la vraie, celle qui parle aux jeunes. Donc on aurait pu s'imaginer. Et Carlos Ghosn aussi, puisque Carlos Ghosn, on rappelle que pour tous les enfants de notre pays, c'est l'homme qui s'est enfui dans une malle. Et Carlos Ghosn est absent cette année. Voilà. Ça, il va nous manquer. Pas de Elon Musk. Après, c'était des célébrités françaises, je crois. Avec des Français dedans. Est-ce que personnalité préférée des Français en 2025? Vous voulez qu'on regarde? Les 50 personnalités préférées des Français selon IFOP, sondage IFOP. Je vais télécharger les résultats tout de go. La musique, c'est Louvaïci, tout à fait. Alors, les résultats, méthodologie. D'abord, c'est important, méthodologie. 1000 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans ou plus. 15 ans ou plus. Réalisé entre le 16 et le 18 décembre 2025
par questionnaire auto-administré. Voilà. Jean-Jacques Goldman est-il toujours premier? Oui. Jean-Jacques Goldman est premier de très loin. De très très loin. 43,7% des gens l'ont cité. C'est énorme. Jean-Jacques Goldman, depuis qu'il ne parle plus. Alors le deuxième, vous voulez que je vous fasse deviner le deuxième? Cancer du poumon, Portugal, Argentine. Voilà, je vous le fais en mode pyramide. Là, normalement, vous l'avez. Vous l'avez. Impôt. C'est tout à fait Florent Pagny. Bravo à vous. Bravo à vous, bien sûr. Le troisième, je vous le dis, pareil, je vous le fais assez simplement. Et d'ailleurs, ouais, 30,1% des gens. Sarbacane, Petite Marie, Corrida. Cabrel, bien sûr. Bien sûr, Cabrel. Alors effectivement, il y a une liste des personnalités qui est communiquée. Donc il y a une liste qui est communiquée. C'est pas, les gens ne citent pas qui ils veulent. Les gens ne citent pas qui ils veulent. Et après, alors, je vous ferai le classement des 15-24 ans qui est très différent. Ok? Le 15-24 ans est très différent, vous allez voir. Bon, quatrième personne, je vous l'ai fait tout à l'heure. Los Angeles, Lupin, le SAV des émissions. C'est Omar Sy, bien sûr. Cinquième, alors qu'il n'était que 17e avant. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais le même, eh ben c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Félicitations. Il me, il me tabasse. Il me tabasse ce même. Il le dit avec un petit sourire comme ça. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est- Non, joueur de foot. Passa Zinedine. El Magnifico. Voilà. C'est tout à fait Zinedine Zidane. Ce n'est pas Alain Soral, non. La sixième personne préférée des Français, qui était quand même 14e avant. Très célèbre pour avoir tourné dans la pub Uber Eats, qu'on voit beaucoup trop à la télé, où on voit, elle, star de cinéma, qui refuse d'aller à ses obligations de star de cinéma parce qu'elle préfère manger Uber Eats chez elle. Là, vous l'avez pas? Sinon, elle a joué dans La Boom. C'est tout à fait Sophie Marceau. C'est tout à fait Sophie Marceau. Alors, septième personne, parfois considérée comme la Madonna française. Elle était 25e avant. La Madonna française. Je crois qu'elle est franco-québécoise. Je suis pas sûr. Franco-canadienne, il me semble. Mylène. C'est Mylène. Non, ce n'est pas Céline. C'est Mylène. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. Mylène Farmer est franco-québécoise. Franco-canadienne. Elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte, Mylène Farmer. Elle est née à Montréal. Elle est tout à fait née à Montréal. Elle est née au Québec. Et elle a tout à fait la double nationalité. Putain, franchement, je suis trop fort. Et je me souviens de trucs. Ok, huitième personne du classement. Toutes les personnes qui m'en ont parlé et qui me disent l'avoir rencontré en parlent comme quelqu'un d'insupportable et de particulièrement chiant, cuistre et avec un ego surdimensionné, mais en même temps, il allait dans l'ISS. Ah, normalement, c'est facile. Normalement, c'est vraiment facile. Non, ce n'est pas Astier. C'est tout à fait Thomas Pesquet. C'est tout à fait Thomas Pesquet, dont on m'a reparlé, genre il y a une semaine. Je crois que c'était il y a une semaine. Ouais. J'étais où? Non, il y a 10 jours, une semaine. On m'en a reparlé. C'est compliqué. Apparemment, c'est compliqué.
Le 9e du classement préféré des Français, c'est la personnalité préférée des Français des 7 à 14 ans. Avez-vous de la mémoire? Normalement, vous avez de la mémoire. Selon Jean-Pascal Zadi, c'est le rappeur préféré des collégiennes. C'est tout à fait Soprano. Et non, ce n'était pas Yoann Chapoutot. Et non. Le 10e, je vais vous le faire parce que il me fait rire. Considéré comme un chanteur de droite qui s'assume et qui en a marre qu'on ne puisse plus rien dire. Il a annoncé plusieurs fois prendre sa retraite. Et oui, c'est Michel Sardou. C'est tout à fait Michel Sardou. Et alors là, ça va être horrible. Vous allez arriver dans un truc horrible. Donc, la 11e personnalité préférée des Français, un empire immobilier au Maroc, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas Bardella, c'est Teddy Riner. La 12e personnalité préférée des Français, devant Gad Elmaleh, devant Evelyne Delia, devant, qui sais-je encore, Isabelle Nanty, est une personnalité très suivie sur TikTok, influenceur à ses heures perdues, un peu de muscu, un peu de salon de l'agriculture et du vin rouge, c'est tout à fait Jordan Bardella. Jordan Bardella, 12e personnalité préférée des Français. Eh oui. Cité par 21,5% des Français comme une personnalité tout à fait sympathique. Pays terminado. Je voulais vous emmener au moins jusqu'au 12, effectivement. Voilà. Allez, je vous fais vite fait un peu ce qui suit parce qu'il y en a 2-3 qui ça va me faire trop rire de vous les faire deviner. La 13e personnalité préférée des Français s'est fait connaître sur un sketch, pour moi, sur un sketch avec le Kawaii. Il est postier dans un film qui a été très très vu dans les années 2000. Et maintenant, il est à peu près dans toutes les comédies. C'est tout à fait Danny Boone, bien vu. Le 14e, qui était 5e avant. Ah, il recule. Il nage bien, il nage vite. C'est tout à fait. Son prénom est le même que celui qui a fait la semaine de 40 heures. Léon Marchand. Et alors là, la 15e personnalité préférée des Français pose régulièrement le midi la question co, la question in. Emilien ne l'a que trop fréquenté. C'est tout à fait Jean-Luc Reichmann. Je ne comprends pas pourquoi, mais passons. La 16e, j'aime bien. La 16e, il a gagné Popstar. Je dirais, non, la Starac. Il a gagné la Starac. Non, la Nouvelle Star, pardon. La Nouvelle Star. À l'époque, il s'était présenté au casting avec un ukulélé. C'est tout à fait Julien Doré. 17e personne. Elle joue dans Intouchable. Et elle joue aussi dans Kaamelott. Il n'y a pas Thomas Pesquet dans la liste? Non, t'inquiète. T'as croisé Emilien dimanche dernier? Ah bah écoute. Ça arrive même au meilleur. Hein. C'est tout à fait Audrey Fleurot. Bien vu. Bien vu. Alors là, j'avais très envie de vous faire deviner. La 18e personnalité préférée des Français est une personne proche des Français. Proche de leurs enjeux. Elle a un nom de famille d'ailleurs très français. Tout à fait déjà cité. Elle a ce nom en commun avec une autre personne qu'on a citée plus tôt. Elle est passée sur CNews récemment. Elle a aussi quand même cette faculté, qui est très rare, de pouvoir détecter les personnes gays. Elle y arrive très très facilement. C'est assez incroyable. Et aussi, elle fait marier les agriculteurs les uns avec les autres.
C'est tout à fait Karine Le Marchand. Tout à fait Karine Le Marchand. J'adore rire. Elle adore rire, effectivement. Allez, je vous en fais... je vous fais... Allez. Putain, je vous ai fait pas toutes. Genre, la 22e personnalité, on va en sauter 2, 3. La 22e personnalité préférée des Français adore gueuler dans des restaurants vides en reprochant aux patrons de ne pas assez être des patrons. C'est tout à fait Philippe Etchebest. Tout à fait Philippe Etchebest. Ce n'est pas Francky Vincent, ça aurait pu. La 23e personnalité préférée des Français est notre 2e personnalité politique de ce classement. Elle vit avec une colocataire. Elle a une licence d'éleveuse de chats. Et elle est actuellement avec des petits problèmes de justice. C'est tout à fait Marine Le Pen. Marine Le Pen est 23e personnalité préférée des Français. Le rapport parasocial avec l'extrême droite, il est très fort, on dirait. Allez, je vous en fais un autre. 28e. Parrain du Téléthon l'année dernière. Construit actuellement une cabane dans un champ. Et considère que les grévistes devraient arrêter de bloquer la France. Parce que... Voilà, Vianney, merci, vous l'avez. Vianney. Après, il y en a que je comprends pas. Genre, il y a Mimimati encore, il y a Eddie Mitchell. Genre, il y a Eddie Mitchell. Il y a Christian Clavier. Il y a Louane. La France est de droite. Hein. Il y a Lynn Renault. Je sais même pas si elle a encore envie, Lynn Renault. Et du coup, il n'y a que 2 personnalités politiques dans le top 50. Et c'est du coup Bardella 12e et Marine Le Pen 23e. La France est vieille surtout. Ouais. Après, il y a genre Kylian Mbappé, Faustine Bollard, Louane. Il y a Pierre Richard, ça me termine. Il y a Gilles Lelouch, 50e. Fabrice Lucchini, 47e. Alors, sachez que... Putain, après, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Les femmes adorent Jean-Luc Reichmann. Alors que les hommes adorent Zinedine Zidane. Et Thomas Pesquet. Ça me termine. Maintenant, le classement des 15-24 ans. Dans le classement des 15-24 ans, il n'y a quasiment... Alors pas quasiment, mais il y a au moins la moitié qui n'est pas du tout cité dans le top 50 global. Non, c'est Ipsos IFOP. Le première personnalité préférée des 15-24 ans, selon ma femme, c'est la première source d'information des jeunes. Selon ma femme et selon d'ailleurs France Télé d'ailleurs. C'est Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, 44,6% des 15-24 ans l'ont cité dans leur top 10 des personnalités préférées. Deuxième personnalité préférée des Français, c'est des Français de 15 à 24 ans, c'est tout ce que CNews déteste quand on parle de langue française. Ils ne peuvent pas s'empêcher de la citer en permanence. C'est une femme d'origine malienne, qui a notamment chanté avec la garde nationale. C'est Aya Nakamura. Et non, ce n'est pas moi. Troisième personnalité préférée des 15 à 24 ans. Et je l'ai trouvé très drôle dans une série qui s'appelle... Je sais plus comment elle s'appelle cette série, putain. Une série où il veut réaliser un documentaire sur sa grand-mère résistante et c'est un fiasco. La série s'appelle Fiasco. Putain, le nom. Série Fiasco, incroyable. Il a des ânes chez lui. Et il a fait récemment Bercy avec Lioris, le youtubeur. C'est Pierre Ninet, bien sûr. Mon 4e, c'est Antoine Griezmann. 5e personnalité préférée des Français de 15 à 24 ans. Ma femme en écoute beaucoup trop. C'est une personne qui était en classe avec Anime, le youtubeur et le streamer. Et c'est une personne qui a été au lycée à Vitré. Bien sûr, c'est Théodora.
Théodora, bien sûr. 6e personnalité préférée des Français. Famille Bélier. Eurovision. Préférée des Français de 15 à 24 ans, toujours. Hein. C'est Louane. Bien vu. 7e personnalité préférée des Français. Un rappeur. 3 lettres. Et ce n'est pas Jul. Normalement, vous l'avez peut-être. SCH. Bien vu, SCH. Et après, ils nous mettent quand même un Philippe Etchebest en légende, les 15-24 ans, 8e. Et après, ils nous mettent Soprano et Omar Sy. Alors que chez les vieux, en fait, c'est simple, quand vous regardez le classement des personnalités préférées des 65 ans ou plus, vous comprenez qu'en fait, on est vraiment un pays de vieux. Parce que c'est Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny, Francis Gabrel, Michel Sardou, Teddy Riner, Sophie Marceau, Thomas Pesquet, Marine Le Pen, 9e personnalité préférée des Français de plus de 65 ans. Hein. Marine Le Pen est dans le top 10 des plus de 65 ans. Hein. Jean-Luc Reichmann, etc., c'est surtout représenté chez les plus de 65 ans. Et comme on est un pays super vieux, et ben voilà. Et alors, attendez. Parce que le sondage Ipsos va plus loin. Personnalité préférée des Français qui se déclarent de gauche. Le top 10. Ah ah La première personne est un acteur noir qui est a priori de gauche, mais qui a quand même décidé de partir aux États-Unis. On en a parlé plusieurs fois. C'est Omar Sy. Bon, deuxième, Jean-Jacques Goldman. Troisième, Zidane. Quatrième, Soprano. Ça, je vous les donne. Cinquième, un chanteur très connu et qui est engagé plutôt à gauche, qui était cité d'ailleurs dans le top 3 au global. C'est... Il est maire de je sais plus quel bled, là, dans le Lot-et-Garonne ou je sais plus où, par là-bas, là. Ou dans le sud-ouest. Mais non, c'est Francis Cabrel. Ah putain, comment ça, Médine? 6e personnalité préférée des Français déclarés de gauche, tout âge confondu, est quelqu'un qui slame. C'est un slammer. Peut-être le seul slammer de France, d'ailleurs. Le seul qui a une carrière là-dessus. Hein. Cabrel est à droite, pas du tout à gauche. Encore malade. Cabrel, il est de droite? Non, t'as pas le droit de dire ça, faut à tout prix que je vérifie cette information. Cabrel, j'ai longtemps été d'extrême gauche. Alors, il est même plus à gauche que la gauche, visiblement. Il est même presque anarchiste, le gars. Eh ben, il y a une personnalité préférée, il y a une personnalité politique, hein, je vous l'annonce, qui va arriver. Non, je ne sais pas, faut que tu regardes la presse locale, c'est pour savoir pour mon Solimine. Ah, je t'avoue. 7e personnalité préférée des Français de gauche et de droite. Vraiment, pour moi, c'est de droite. C'est un sportif, certes, mais dans ses paroles, dans tout ce qu'il dégage, il est de droite. Il est de droite. Vraiment. Il... il est fort au judo. Teddy Riner. Voilà, Teddy Riner. 8e personnalité préférée des Français de gauche est aussi pour moi de droite. Indice. Il y a un moment où il n'était pas sur Terre. Oui, bien sûr, tu peux. C'est Thomas Pesquet. 9e personnalité préférée des Français de gauche est, pour 25,5% d'entre eux, un homme qui a dit cette phrase: abattez la citadelle. Non, facile. Facile. C'est Jean-Luc Mélenchon.
C'est Jean-Luc Mélenchon, absolument. Et 10e personnalité préférée des Français de gauche, c'est Léon Marchand. Alors maintenant, bon, juste bloc central, Jean-Jacques Goldman, Thomas Pesquet, Eddie Mitchell, Mylène Farmer. Voilà, et à peu près tout le reste, c'est du panachage du reste. Parce qu'ils n'ont pas de personnalité au bloc central. Personnalité préférée des Français de droite. Et alors là, il y a une surprise. Il y a une surprise. Bon, je vous le donne, Jean-Jacques Goldman est le premier. Deuxième, chanteur, vieux, de droite. Le temps béni des colonies. Je suis pour Sardou, bien sûr. Bon, après, ils nous mettent un Zinedine Zidane, un Florent Pagny, en même temps c'est normal. L'exode fiscal, l'exil fiscal, ça leur parle. Un Léon Marchand. Et la 6e personnalité préférée des Français de droite, citée par 32,7% d'entre eux, a notamment sorti un livre très célèbre pour avoir été lu avec beaucoup de justesse sur Audible. Ce livre s'appelle Le Temps des tempêtes. Et c'est tout à fait Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Qui se tire la bourre à 0,2 points avec Francis Cabrel. Francis Cabrel et Nicolas Sarkozy au coude à coude dans le classement des personnalités préférées des Français de droite. Bon, après, voilà, Thomas Pesquet, Griezmann, bon. Et maintenant, je ne comprends pas. Le classement des personnalités préférées des Français d'extrême droite. Ah, eux, ils sont plus franco. Hein. Avec 62,2%, nous avons évidemment Jordan Bardella, top 1. Top 2, on a l'éleveuse de chats, Marine Le Pen, évidemment. 3, on a Jean-Jacques Goldman. Puis après, on a Florent Pagny, Michel Sardou, évidemment. Mais alors, 6e, Mylène Farmer. 7e, Jean-Luc Reichmann. Et surtout, 9e personnalité préférée des Français d'extrême droite, Francis Cabrel. C'est que des cultes de la personnalité, ouais. Et 10e personnalité préférée des Français d'extrême droite, une actrice, rousse, la Dame du Lac. Il n'y a pas Zidane, non. Non, il n'y a pas d'arabe dans le classement. Effectivement, Audrey Fleurot. Pas pourquoi. Mais oui, il n'y a pas un arabe dans le classement, ni un noir dans le classement, c'est sûr. Ça, c'est évident. Et alors, attendez, j'ai mieux. À votre avis, qui était la personnalité préférée des Français en 1988, en 1989, à part le mois de décembre, en 90, en 91, une bonne partie de 92, et il est encore cité en 96. Ce n'est pas l'abbé Pierre. Il avait un bateau. Est-ce que ça va vous aider? Je me demande si son bateau, c'était pas le Calypso. Mais peut-être que j'ai une bêtise. C'est le commandant Cousteau. Non, c'est pas Tabarly, le commandant Cousteau. C'était pas Bernard Tapie. Personnalité préférée des Français en décembre 89, août 92, toute l'année de 93, 94, une partie de 95, 97, 98, 99, ça vous l'avez. C'est... Vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas Zidane. Non. C'est, vous savez, Emmaüs. C'est l'abbé Pierre. C'est tout à fait l'abbé Pierre. Zinedine Zidane n'est cité qu'en août 2000. Et alors là, qui était personnalité préférée des Français sur toute la deuxième partie de l'an 2000
et la première partie de l'an 2001. Indice. 3 indices. C'est un sportif. Il a fait les pièges jaunes. Il a été ministre des Sports de droite. Ah, normalement, vous avez tout, là. C'est David Douillet. Tout à fait, David Douillet. Zinedine Zidane, ensuite, est recité plusieurs fois. L'abbé Pierre aussi. Personnalité préférée des Français en 2005. Une partie de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Ça fait long, hein. Selon vous, qui est-il? C'est, je crois, en plus une période où il avait sorti des albums pour dire qu'il était de gauche. Il chante. Il fait du sport. Son fils fait du sport. Sa femme était, je crois, une top modèle suédoise. C'est Yannick Noah, bien évidemment, bien sûr. Et depuis, globalement, à part Omar Sy par-ci par-là, c'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman domine le classement depuis que François Hollande a été élu, en fait. Hein. Voilà, comme quoi il y a des choses qui ne changent pas. On a des constances. Mais le commandant Cousteau, quoi, je pensais pas qu'il était autant cité avant. Et l'extrême droite, parce que personnalité préférée des Français de gauche, Mélenchon pour 25% d'entre eux, enfin pour 25% les sites dans leur top 10, mais Jordan Bardella, c'est 62% l'extrême droite. C'est genre l'adhésion est totale, quoi. Pourquoi pas pour Goldman? Bah, je sais pas, Goldman, ouais, il faut croire que Goldman, il est à la mode depuis qu'il ne sort plus de musique et depuis qu'il n'a plus de carrière. C'est très étrange. Mais bon. Mais où trouve-t-il toute cette adhésion? Je ne sais pas. Alors que oui, bah, c'est une quiche, ouais, c'est une quiche, mais il est bien marketé. C'est un bon produit médiatique. Hein. Que vous voulez que je vous dise? Goldman, il est connu pour être la personnalité préférée des Français. Ouais, je pense. Il y a un article Wikipédia, du coup, là-dessus. Et du coup, le classement date depuis 1988. Sachez quand même qu'en 1988, la troisième personnalité préférée des Français, c'était quand même François Mitterrand. Il est arrivé dans le top 3 François Mitterrand en 88. En plein mandat. C'est comme si on avait Macron troisième, là. Genre, aujourd'hui, ça ne peut plus arriver, quoi. À l'époque, c'était Bernard Pivot, Jean-Paul Belmondo, Michel Platini, Bernard Tapie, Alain Delon et Jacques Chirac, quand même. Jacques Lang. Et là, je m'en souviens, là, je sais même pas qui c'est. Et Johnny Hallyday n'était que 36e, par exemple, en 88. Que des mecs, ça change pas. Ah bah à l'époque, à mon avis, encore plus, ouais. Jean-Marie Le Pen était quand même 43e, alors que Georges Marchais était 47e. Hein. Et Michel Simet, c'est souvent cité, mais il est souvent cité dans le top 5. Pas cette année, mais il a historiquement beaucoup été dans le top 5. Pareil, Nagui est souvent dans le top 50, mais là, il n'y est pas cette année. Nagui n'y est plus. Terrible. Et pour l'instant, sur le podium, ça reste le commandant Cousteau qui a été cité 20 fois. Voilà. 20 fois pour l'instant. Alors que Jean-Jacques Goldman n'en est qu'à 15. Hein. Ouais, Nagui les chevaux, bien sûr, je sais. Brassens, Léo Ferré, bah là, ça n'y était pas, visiblement. Je sais pas, j'ai pas vu.
Je demande une commission d'enquête sur la méthodologie. Ah bah, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. La méthodonte donne une liste de 50 et tu les classes. Je sais pas c'est une liste de combien qu'on te donne. Il y en a plus de 50 parce que chez les jeunes, ils en citent plein qui ne sont pas dans le classement global. Donc, honte à celui qui a dit que Francis Cabrel était de droite. Hein. Honte à lui. Hein. Ça dépend par rapport à qui. Oui, mais bon, là. Pouloupoupou. Ça donne quoi le défi langue? Bah, j'ai fait mon premier cours avec Italki. Et pour l'instant, voilà. La dernière vidéo marche correctement. Et j'ai toujours pas eu. J'ai toujours pas eu comment dire, de sauce. Bon, de sauce par rapport à lui, quoi. Enfin, je veux dire. Je sais pas, il me poursuit pas pour l'instant. Je sais pas pourquoi il pourrait me poursuivre, mais ça me fait toujours un peu flipper. Hein. Quand je sors une vidéo qui démonte un expert, qui n'en est pas un, toujours peur que le réflexe de ces gens-là, comme ils ont des thunes et qu'ils savent pas quoi en foutre, c'est de faire de la procédure Bayon, quoi. D'ailleurs, il a un conseil scientifique, Bentolila, mais c'est que des enseignants. Oui, puis c'est des gens qui sont pas forcément linguistes aussi. Qui fait valider visiblement ses hypothèses de linguistique. Genre, il y a Boris Cyrulnik dedans, bah, j'ai pas linguiste, quoi. Genre, j'ai rien contre lui, hein, mais il est pas particulièrement linguiste. Son laboratoire, c'est. Oui. Je pense que son laboratoire n'est pas un laboratoire. Et fait que dire qu'il est rattaché à Paris Cité, je ne suis même pas sûr que Paris Cité soit vraiment au courant, parce que visiblement, il n'a aucun fichier là-bas. Il ne sait pas que tu existes. Si. Si, si, si. Si. Si, si. C'est comme Jean Pruvot, dont je parle aussi régulièrement, qui force pour rentrer à l'Académie française et tout. Lui, il m'avait carrément écrit, quoi. Donc, si. T'inquiète. Euh, comment. Enfin, pardon. Je vais quand même aborder ce point de détail qui me paraît. Je vous le dis ici, j'en ai pas parlé j'en ai pas parlé dans la vidéo. Mais Alain Bentolila est publié dans la même maison d'édition que moi. Et on est les deux auteurs linguistiques. Voilà. Dans une maison d'édition qui fait quoi 15 livres par an. Peut-être 20 livres par an.
Donc, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas envie de saucer mon éditeur et que je m'entends bien avec lui. Mais clairement, je leur ai dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je lui ai dit, qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Là, Donc, sachez que je vends beaucoup plus qu'Alain Bentolia. Et pour autant, j'ai beaucoup moins de passages dans les médias. Ils ont l'air réceptifs. Je pense que je peux pas parler en leur nom. Et je pense qu'ils sont doucement en train de réaliser que c'était une planche pourrie, le gars. C'est un gars qui passe beaucoup de temps, qui te fait des grands discours, qui dit qu'il est sérieux, il met ses diplômes sur la table, il met tous ses contacts sur la table, tous ses contacts politiques notamment. Et c'est comme ça qu'il arrive à se faire une place. Et ils ont peut-être de bonne foi cru que c'était un spécialiste et qu'il avait vraiment un coup à jouer. Et que c'était très pertinent ce qu'il avait à écrire. Et parce qu'ils connaissent pas le sujet, ils connaissent pas le dossier. Tu t'imagines commentateur de plateau? Non, pas tellement. Le gagnant dans une guerre, c'est celui qui vend les épées. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que moi, j'ai entendu, et ça je vous le dis, parce que j'ai entendu Alain Bentolila dire dans plusieurs interviews qu'on lui refusait désormais des tribunes dans des grands journaux et que certains de ses éditeurs historiques refusaient désormais de recevoir ses manuscrits et refusaient de l'éditer. Lui, un peu en mode ah ben, alors lui, comme il le tourne, c'est un peu en mode ah bah de toute façon, on peut plus rien dire. Vous rendez-vous compte, maintenant, même les médias n'osent plus dire la vérité, quoi. Le Monde refuse ses tribunes, oui. Et il change, parce que j'ai vu, il a changé plusieurs fois d'éditeur. Donc je pense que c'est aussi quelqu'un qui vend très mal ses livres et que c'est quelqu'un qui se fait aussi régulièrement débusquer comme imposteur. Voilà. Donc là, forcément, quand j'ai vu, c'est ça de là tout part, hein, quand j'ai vu que mon éditeur sortait ce livre, je l'ai récupéré, je l'ai lu, quoi. Ah non, mais c'est un enfer à lire. Hein. C'est un enfer à lire. Après, j'en cite beaucoup dans la vidéo, je vous cite beaucoup d'exemples, je vous cite beaucoup de phrases, des morceaux de texte. Vous pouvez bien voir. Moi, le truc qui me fait le plus. Le truc qui me faisait le plus peur pour la vidéo, c'est quand je fais un peu le running gag sur les Arabes. Il parle des Arabes. Ou des musulmans. Parce qu'en fait, effectivement, à aucun moment dans son livre, il n'écrit islam ou musulman. Genre, je crois que c'est écrit nulle part. Et donc, on se retrouve dans une situation où... Alors que quand on lit les exemples, parce qu'en fait, alors dans le livre, oui, c'est que du... bien sûr, c'est que du dog whistle. Je cite, hein, il y a des morceaux de texte que je cite à l'oral, il y a des morceaux que je rajoute à l'écrit. Quand il parle des gens pour qui les sweats à capuche, c'est l'uniforme, en déshérence, issus de l'immigration, il dit pas issus de l'immigration, mais avec le poids de leur tradition tribale qui impose le voile aux femmes de leur famille. C'est-à-dire, il parle des musulmans. Enfin, genre, il dit pas musulmans, mais il parle des musulmans. C'est obligé, quoi. Et en fait, il y a dans ce bouquin-là, il y a pas mal de moments où il y a des passages en italique, où c'est des anecdotes qui sont racontées, où lui, en fait, il est témoin, parce qu'on lui raconte ou parce qu'il voit, de la sécession d'une partie de la population de la langue française. Genre, ces gens-là quittent la langue française, ils ne savent plus parler, ils sont violents. Et en fait, dans ces exemples-là, c'est là où il dit et là, il y avait 2 blacks et 6 beurs. C'est des trucs comme ça, genre, il y avait des blacks, des beurs. Il y a un moment, il parle d'un procès en cour d'assises ou je sais plus quoi, ou en comparution immédiate, et il cite tous les en gros, il dit et il n'y avait aucun blanc. En gros, ce qu'il dit, c'est ça. Il n'y avait aucun blanc. Tous ces gens qu'on condamne, parce qu'ils ne savent pas s'exprimer, et parce qu'ils ne savent pas se défendre, et parce qu'ils ont commis des méfaits, parce que précisément ils ne savent pas parler, et que donc du coup ils n'ont que la violence pour s'exprimer, ce ne sont pas des blancs, ce sont des noirs et des arabes. Il dit des blacks et des beurs. Et donc clairement, c'est que du dog whistle.
C'est que du dog whistle, ouais. Donc, moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou d'écrire ça. Je trouve ça fou quand tu te dis, je suis spécialiste, linguiste sur les questions de langue. Le passage sur les métaphores des femmes voilées. Ouais, moi, tout le passage où il dit, où il traite les linguistes atterrés, en gros, d'islamo-gauchistes et de gens qui sont complices de l'asservissement des femmes, parce que nous, on voudrait qu'elles gardent leur voile, parce qu'on voudrait, on refuse, on accepte qu'on refuse leur intégration, et on croit les défendre alors qu'en réalité, on les punit, et qui nous fait une leçon de féminisme, en nous expliquant, non, moi, je suis un vrai féministe. Je vais vous expliquer ce que c'est que le féminisme. Je suis un peu en mode, ouais, incroyable. Incroyable. Donc il y a pas mal de moments et toute la partie de fin du film, du livre, j'en parle pas beaucoup parlé parce que du coup c'est la partie sur les solutions à adopter. Il y a tout un passage sur il faut remettre de la religion à l'école, mais la religion républicaine, un peu le culte de la République. C'est Glory Hammer tout à fait. Il utilise le terme voilé dans le sens. Ah oui, bah il fait le double sens sur le voilé. Ouais, ouais, bah ça aussi. Et moi c'est les trucs, les guillemets, les quartiers populaires. Et comment, quand t'es page 30, ça parle des jeunes des quartiers et des friches rurales, à 3 pages plus tard, il n'y a plus les friches rurales, c'est que les quartiers, quoi. On oublie. Genre, la campagne a disparu. Donc, bon. Bah, il y a un peu ce bail de culte de l'être suprême. Et puis, bah, dans ces interviews, en fait, pour moi, c'est un caméléon, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux gens qui l'invitent. Il donne, euh, il donne la soupe, ouais, il donne à bouffer à ceux qui l'invitent. Et donc, du coup, quand c'est des gens, c'est un peu des zinzins qui l'invitent, bah, du coup, il dit des trucs de zinzin. C'est ça qui est très drôle. Je pense qu'il en pense pas moins, mais en même temps, il est gêné. On sent des fois qu'il est gêné dans les interviews. Genre, je me dis, mais c'est les Arabes. C'est les Arabes, c'est les musulmans, c'est les Arabes. Non, attendez. C'est l'islam radical. Ce n'est pas les musulmans. C'est pas pareil, hein. Et apparemment, il habite au Maroc. Il passe beaucoup de temps de sa vie au Maroc. Il habite pas qu'au Maroc. Mais apparemment, il passe beaucoup de temps au Maroc. Je crois. Donc, je pense qu'il a peut-être pas non plus envie de s'aligner une partie des gens chez qui il habite à l'année, quoi. Comment c'est possible de sortir des bouquins comme ça en 2025 sans avoir peur d'être jugé pour des propos racistes ou liés à la haine raciale? Bah, faudrait être poursuivi pour ça. Faudrait être poursuivi, mais bon, que je vous dise. Et donc, fallait en parler en fait. Fallait en parler parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, mais ton expert, personne ne le connaît. Mais en fait, si vous ne connaissez pas Alain Bentolila, vous connaissez tout ce qu'Alain Bentolila défend et théorise, puisque c'est la vision de la langue qui est relayée par tout un pan de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui. Genre, c'est l'un des piliers idéologiques sur lesquels se basent les analyses linguistiques des chroniqueurs de chez Estelle Denis ou des chroniqueurs sur CNews, qui ensuite se retrouvent à être relayés par des politiques dans les discours. Donc voilà, ça a été beaucoup de temps à lire et regarder tout ce qu'il a à dire. C'est... Mais quand vous entendez, pour ça que j'ai mis des extraits de la vidéo d'avant, mais quand vous entendez Juliette Briens là, chez Estelle Denis, sur Estelle le Midi, qui je rappelle est l'émission de radio la plus écoutée chez les 25-42 ans, soit la tranche. Euh, Bah, en fait, elle sort du Bentolila. C'est du Bentolila qu'elle sort. Quand vous écoutez Laborde, la Françoise Laborde, euh, sur CNews, c'est du Alain Bentolila qu'elle sort.
Donc en fait, si lui, vous le voyez pas forcément souvent, enfin, ce qu'il défend est très très souvent relayé parce que ça donne un vernis universitaire, alors qu'il est à la retraite, hein, un vernis universitaire, à un discours ultra essentialiste et anti-migrant. Donc voilà, écoutez, c'est un peu terrible, hein, mais bon. Donc pour revenir au truc de il te connaît pas, là, il y a le deuxième auteur de linguistique de sa maison d'édition qui sort une vidéo pour démonter son bouquin. T'inquiète, hein. Bonjour, monsieur R. Monsieur R qui a voté Elsa Lebray. Pas Elsa Lebray, Alice Lebray. Il a voté pour la vidéosurveillance à Fougères, c'est sûr. Gros bail du coup à Fougères, ça y est. Ils remettent l'éclairage public la nuit. Très très grosse attente de l'électorat fougerais pour lutter contre l'insécurité. C'est vraiment. Je sais même pas, je vais rien dire. Choqué, déçu de la fusion, bah, c'était le seul moyen de gagner. Après, ça a vraiment très peur mobiliser l'électorat, hein. Gros report du RN sur l'élu macroniste. Bah oui, je sais bien. Sur la centre-droit, là, bien sûr. C'est dingue, cette peur de la sécurité. Moi, les gens, ils veulent mettre des caméras à Fougères. Enfin, moi, ça me dépite un peu, mais bon. C'est vraiment la seule mesure concrète dans son programme. Ah non, si, il y a une autre mesure concrète que je vous donne quand même. Faut pas trop que je tape sur la mairie parce que j'en ai besoin pour mon événement, mais. Et il n'a pas encore pris ses fonctions. C'est ils vont offrir un panier de produits bio aux femmes enceintes. Voilà. Pour le réarmement démographique, c'est très important. Quand j'ai vu ça. Il faut savoir aussi que c'est un truc qui me fait rire, c'est que cette meuf, la nouvelle maire de Fougères, elle était socialiste avant. Elle était côté François Hollande. Puis elle est devenue centriste avec l'Amérique est devenue un peu centriste. Et maintenant, elle est centre droit. Voilà. Elle a d'ailleurs créé un comité de soutien à Emmanuel Macron pour qu'il soit réélu en 2022. Moi, bon. Donc elle dit qu'elle est sans étiquette et que la liste est sans étiquette. Et il y a quand même plusieurs élus de droite, quand même plusieurs représentants de la droite locale qui sont sur la liste. Et il y a quand même le député, il y a quand même Thierry Benoît aussi qui est sur la liste, qui est député depuis genre 2006 ou 2005 du pays de Fougères, député de droite. Donc je pense qu'elle est de droite. Voilà. Sans étiquette, mais il y a un cadre géant de Macron dans son salon. Ouais, et un député, le député de la circonscription macroniste. Non, il est même pas macroniste, il est Horizon maintenant, le Thierry Benoît, le député du coin. Ça sonne useless, mais c'est pas méchant non plus un panier garni. Genre, il y a vraiment pas de problème dans la commune. Non, mais ça sonne vraiment de ça va. Enfin, en fait, il y a vraiment des projets quand même à mener à Fougères qui sont quand même importants. Et bon.
La gauche a fait un bon score relativement. Oui, mais bon, finalement, on va avoir très peu d'élus. Hein. Alors, je crois qu'il y a 5 élus qui vont siéger à l'opposition. Tu parles d'une histoire. Hein. Tu râles parce que tu n'auras pas le panier garni. Moi, j'habite pas à Fougères. J'habite pas à Fougères, donc tranquille. Hein. Donc, j'espère que. Bon, on verra. Hein. Moi, je comprends pas aussi la différence que du coup, elle a quand même été élue avec beaucoup de voix du RN. Et elle a dit, dans la presse, je vous le dis, elle a dit dans la presse, oui, je reconnais qu'il y a beaucoup de voix du RN qui sont portées sur moi au second tour, mais c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui votaient, que c'était un vote de protestation au premier tour, mais c'était un vote utile au second tour. Je vois pas pourquoi elle est le vote utile. Donc voilà, on va voir ce que ça donne la mairie. Encore une fois, on va pas trop se plaindre. Pour l'instant, la meuf a pas commencé. Après, la meuf était déjà au conseil municipal avant. Hein. Elle était sur la, elle était déjà au conseil municipal avant. Donc, passer de PS à élu par le RN, c'est chaud. Bah, je pense que c'est, elle a du sens politique, on va dire. Elle a du sens politique. Après, c'est la première femme maire de Fougères, et ça, c'est bien mis en avant. Moi, je suis de moins en moins attiré par ce. On aura peut-être une femme présidente de la République un jour. Hein. Cette femme sera peut-être Marine Le Pen. Donc, franchement, c'est du symbole, oui. Mais bon. Elsa Lafaille, ça aurait aussi été une femme. Hein. Genre, vraiment. En fait, d'ailleurs, il y avait que 3 femmes en lice au second tour. Alice Lebrel, Elsa Lafaille et Virginie Dorsen. Il y avait 3 femmes à Fougères. Ça aurait été une femme quoi qu'il arrive. Proposition en face, c'était quoi? Oh, le programme de la gauche unie, il est long comme le bras. Alors, je vais même pas en parler, il est long comme le bras. Je sais, j'étais à la réunion, la première réunion où ils présentaient le programme. Je suis parti au bout de 3 heures. Ils avaient fait que 2 points sur 4, je crois, sur la présentation du programme. Ah non, non, en tout cas, elle a vraiment gagné avec un score dictatorial, hein, puisque du coup, 28 sièges sur 35 pour la mairie de droite, du coup, pour la liste de droite, hein, centre droit, on va dire. Donc macroniste plus droite. Là où il y aura que 5 sièges pour la gauche, quoi. Bah, mais côté métropole, ça va. Les élections sont en mai. Mais ça va être une. Si, ça va être. Il y a 21 élus de la métropole de Fougères-Aglo sont pris sur la mairie. C'est la mairie envoie 21 élus sur 58, sachant que le pays de Fougères est plutôt à droite globalement, tendanciellement. Le pays de Fougères non, mais le pays de Fougères oui. Donc je pense qu'on va avoir une métropole, oui, une métropole, une agglomération. Fougères-Aglo effectivement va être à droite, oui. L'arnaque Caviezel à Langres. Non. La prime majoritaire, je comprends pas le système. Moi non plus, je trouve qu'il pue la merde. Ça sert à quoi les programmes à rallonge pour les mairies alors qu'elles n'ont presque aucun pouvoir? Bah ça dépend des mairies. Mais je crois qu'ils ont même pas vraiment de programme. Hein.
Parce que sur leur site internet, il y a découvrir notre équipe, mais il n'y a pas découvrir notre programme, quoi. Et ils mettent en gros, en gras sur leur site, notre liste est ouverte, indépendante et sans étiquette. Alors qu'il y a que des gens de droite et une meuf qui a soutenu Emmanuel Macron au présidentiel dessus, quoi. Qui tient la liste. Ça me termine toujours. Ils se la jouent. Vraiment, ils ont fait du en même temps, quoi. Ils ont fait du en même temps et. Après, ici, ils ont un onglet Notre projet. Attendez, on va aller voir. Notre projet. Alors, faire des Olympiades populaires. La sécurité en gigantesque. Renforcer la sécurité dans tous les quartiers. Protéger les biens et lutter contre les incivilités. Prévenir les comportements à risque plutôt que d'intervenir uniquement après les faits. Renforcer la présence humaine et la coordination locale en complémentarité avec la police nationale. Donc, éclairage public. Développer la vidéoprotection. Améliorer la sécurité des déplacements et le partage de la voirie. Si, ils ont un programme. Ils ont un programme très sécuritaire. Augmenter progressivement les effectifs à 5 agents, dont un dédié à la prévention. Bon, écoutez. Il n'y a qu'un seul sujet. Non, il y en a d'autres. Il y a le tourisme. Le tourisme, je vous le dis, c'est il faut renforcer la présence au château. Voilà. Je vous le dis. Hein. Développer les animations culturelles régulières, mais maîtrisées autour du château adapté aux familles. Voilà. Le château de Fougères, révélé par la lumière. Mettre en œuvre une mise en lumière scénographiée et patrimoniale. Déployer une lumière élégante, douce et évolutive. Donc en gros, ils veulent que le château il ait des belles lumières. Voilà. Ouais, bon, ouais, bon. Développer le parcours consommé local à Fougères. Valoriser, c'est que des photos du château. C'est très la famille, c'est très la famille. Après, elle l'a dit, elle voulait vraiment un truc très très familial. Et sur la question de la culture, notre première action sera de rencontrer l'ensemble des actions culturelles. Ah oui, c'est ça, sinon il y a beaucoup de parlotte. Il faut beaucoup rencontrer les gens. Beaucoup rencontrer les gens. Voilà. Donc voilà, écoutez, bon, après, bon, je pense que ça ira, hein, je pense que ça va le faire quand même, hein, on arrivera à monter notre truc, mais bon, ça me fait un peu chier qu'il y ait ce tournant sécuritaire partout en France, ça me fait un peu chier. Bon. Sinon, ils veulent rendre attractif le centre-ville de Fougères. Ça fait vraiment truc écrit par ChatGPT, par contre, ça me termine. Avec des phrases incompréhensibles. Enfin, il y a un effet ciseau chez moi, une sous-mobilisation de la gauche, une surmobilisation de la droite. T'as visité la coursive? Je suis tout à fait allé à la coursive. On va tout à fait faire pour en compteur pro, on sera à la coursive. Donc oui. Mais après, c'est surtout Fougère Aglo qui risque vraiment de passer à droite, quoi. Ah si, ils veulent aussi faire un partenariat avec une société privée de mise en location de voitures électriques pour les habitants.
Le retour du fiasco Autolib. Ouais. Sur la question de l'habitat à Fougères, le gros, c'est soutenir l'investissement privé en accompagnant les promoteurs, les investisseurs, en dialoguant en amont sur la qualité des projets et en mobilisant les dispositifs existants. Avec un recours mesuré à l'argent public, en privilégiant les partenariats publics-privés, l'accompagnement technique et administratif, et des outils existants comme l'OPA RU pleinement mobilisés pour accompagner les propriétaires. Eh ben, c'est de droite, quoi. Oui, Fougères Habitat, c'est ok, oui. Après, par contre, ils veulent légiférer sur Airbnb, apparemment. Sachant que c'est écrit, l'objectif n'est pas d'interdire, mais de trouver un juste équilibre entre l'attractivité touristique et le droit au logement. Ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Après, ils veulent quand même ouvrir la voie à l'accession sociale. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils veulent en gros proposer à la vente certains logements de Fougères Habitat. Donc, ils veulent proposer une partie des logements sociaux à la vente, en priorité aux locataires volontaires. Et ils vont faire d'abord une enquête. Il est toujours là, monsieur Bourrage. Les PPP, c'est les partenariats publics-privés. C'est la collectivité paye et le privé récupère les bénéfices. On verra, écoutez, on verra. Mais ça va quand même être la mairie pendant 7 ans, hein. Puis pendant plus de temps, plus de temps que ça derrière. Je pense que ça va durer longtemps. Pour moi, c'est un programme de droite. Sept ans, c'est long, ouais. Ouais. Monsieur Bourrage, ouais. Après, moi, j'habite pas à Fougères, hein. T'as testé le Mozart? Non. En ce moment, j'ai plus trop d'argent pour tester les restos, j'avoue. Pour les transports publics, ils veulent faire un mois gratuit pour tous ceux qui prennent un abonnement au transport public, pour les inciter et les encourager à tester le service. Ils veulent développer le covoiturage du quotidien avec un partenariat avec Blablacar Daily. C'est où le train là? C'est écrit où le train là? Non, je ne connais pas le nouveau maire de Nîmes. Elle est où l'étude de faisabilité pour le train là? Je perds pas 7 ans dans un projet ferroviaire là. Pour un projet, il en a besoin là. C'est de leur compétence le train. L'étude de faisabilité, oui. L'étude de faisabilité de la voie de chemin de fer, oui. C'est dans le programme de nous, la gauche.
Ah la vache, il s'est fait chier le gars, ouais. Ah, il est bien son outil. Ah, il est bien lui aussi. Écoutez, on verra, hein. C'est dur d'être un monsieur bourrage, hein. Regardez-moi ça. Bon, si tout va bien, il y a une nouvelle vidéo qui sort dans une semaine. Voilà, je vous le dis, déjà. Une vidéo sur la créolisation. Gros sujet, la créolisation. Gros sujet. Ça marche bien les vues là. Bah, ce genre de vidéo, ça s'y prête bien. Effectivement. Il ronronne fort, hein. Vous l'entendez pas, mais moi je l'entends, hein. Oui, Bentolila a tout à fait travaillé sur le créole haïtien. Ça remonte, hein. C'était il y a 40 ans. Mais oui. J'espère qu'il fait un feat. Je vais devoir te décevoir. Ah, monsieur. Il aime bien qu'on lui tape sur la tête, je sais pas pourquoi. Les Vortex, c'est pareil. Bonsoir. Oh là là. Oh, dans la boîte. C'est quoi HS2? Ça va coûter 500 millions du kilomètre. Regardez-moi ça. Oh, c'est dur d'être un bourrage. High Speed 2 au Royaume-Uni. Eh ben.
Ouais, c'est cher. Bon, c'est le moment où les stars arrivent, mais c'est le moment où moi je vais aller bouffer en fait. Désolé de vous décevoir. Monsieur. Putain, on va arrêter une pote qui a 2 viewers. Ok? Qui est en train de jouer à Among Us, genre les dingus là. Elle a 2 viewers. Vous êtes gentil avec elle. Vous êtes gentil, hein. Vous êtes gentil comme si c'était Monsieur Bourrage. Et moi, je vais aller bouffer. Et jeudi, on fait des